britanniques, les Lynch, la Lynch-Vage, les Barton, le Barton, toujours actuellement propriétaires. Et donc les McCarthy à Saint-Estèphe, il y avait 70 hectares de vignes, le domaine Marc-Musée. Et donc ils ont été obligés, crise de famille, de succession, de revendre ce domaine en le morcelant. Ils n'ont pas pu le vendre d'un seul tenant, ils ont été obligés de le morceler en 11 lots. Ça a pris donc un petit peu de temps, et donc un de ces lots s'est appelé au Marc-Musée, 7 hectares, donc mon grand-père a racheté 100 ans après le morcellement, puisque les McCarthy avaient morcelé en 1850. Mon grand-père a donc racheté au Marc-Musée en 1952, à l'époque où les grands vins de Bordeaux n'étaient pas, voilà, subissaient une crise assez importante qui a commencé à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale, jusque presque dans les années 70. Donc au Marc-Musée était en plus totalement inconnu, puisque issu du morcellement d'une famille irlandaise. Donc vous voyez, c'était 7 hectares qui étaient, voilà, le notoriété zéro. C'est pour ça d'ailleurs qu'en 1855, on n'a pas pu être classé. Vous savez tous qu'il y a eu un classement, le sacro-saint classement de 1855. On en reparlera peut-être tout à l'heure si ça vous intéresse, parce qu'il y a vraiment à dire. Mais on ne pouvait même pas prétendre à être classé, alors que si vous regardez l'appellation Saint-Estèphe, on est entre Montrose et Cos d'Estournel, les deux locomotives, les deux Saint-Estèphe, les deux superstars, les deux Saint-Estèphe connus dans le monde entier. Donc vous voyez, comme au Marc-Musée représentait que 7 hectares à l'époque, il pouvait non seulement pas prétendre au classement, mais en plus notoriété zéro, donc voilà, même si il n'aurait jamais été classé, alors que pour beaucoup aujourd'hui, il est assimilé du classé, et s'il y avait un classement demain, il serait probablement troisième, en tout cas quatrième. Voilà, c'est certain. C'est pour ça j'aimerais bien que vous me posiez des questions là-dessus tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup à dire. On n'a pas le titre, qui est plus un titre de noblesse que réellement représentatif d'une hiérarchie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des crus classés qui, s'il y avait un classement demain, ne le serait plus, et des 5e grands crus classés qui seraient 2e. Vous voyez, je pense à Lynch-Vage, qui est 5e, qui n'est que 5e, qui serait dès demain second sans aucun problème. Vous voyez? Donc on n'est pas classé. Donc mon grand-père, au départ, n'était pas viticulteur, hein, il était passionné, il voulait être paysan, et à l'époque c'était le seul domaine où on pouvait acquérir de la terre sans un rond, c'était la vigne en Médoc. Donc il a acheté au Marc-Musée en 52, et pour faire vite, mon grand-père d'abord et mon père ensuite, en 50 ans, ont réunifié le domaine originel des McCarthy, toujours cette famille irlandaise. Donc ils ont racheté petit à petit, mon grand-père d'abord et mon père ensuite, les 10 autres lots pour réunifier ce domaine. Donc il s'est appelé au Marc-Musée, puisque la première parcelle s'appelait au Marc-Musée, puisque la maison qu'habitent les parents est sur le haut du village du hameau qui s'appelle Marc-Musée. Et c'est pour ça que le second vin de au Marc-Musée, vin avec lequel on va commencer la verticale, porte le nom de McCarthy. Là, un nom de château, puisque la marque existait avant, je crois, 1940. En fait, tous les seconds vins n'ont pas la dénomination de château, c'est le cas de McCarthy. C'est pour ça qu'on a gardé le château McCarthy. Et il y a marqué, donc, en plus petit, produit et vinifié au château Marc-Musée, parce que c'est vraiment son petit frère, produisent McCarthy aujourd'hui, à l'avenir produiront au Marc-Musée. Voilà, c'est vraiment son petit frère. On commence très souvent par le moins complexe pour aller vers le plus, voilà, le plus complexe justement. Margaux, Saint-Julien, Pauillac et Saint-Estèphe, ce qui est amusant, 4 appellations de génie, réellement, hein, quand on est sélectif, on ne garde que ces 4-là, alors qu'il y a également l'Istrac, il y a Moulis, il y a l'appellation au Médoc, l'appellation Médoc, mais si vraiment on veut être sélectif et ne garder que le meilleur, il n'y a que ces 4-là. Et donc ces 4-là s'expriment de façon totalement différente, puisqu'à Margaux, je devais les connaître, hein, à Margaux on produit des vins plutôt féminins, extrêmement élégants. À Saint-Julien, on est toujours dans la féminité, mais avec une féminité un petit peu plus distante. C'est là qu'on produit les Néo-Villascas, vous voyez, c'est élégant, mais avec de la matière. Avec Pauillac, on change de sexe, puisque là, c'est vraiment un terroir qui produit des vins très masculins. Et enfin, Saint-Estèphe, la plus septentrionale des appellations phares dont je vous parlais, qui produit sûrement les Bordeaux, les vins les plus virils de toute la région. On appelle les Saint-Estèphe les machos du vin du Médoc. C'est un goût qui ne nous plaît pas vraiment, qui n'a pas plu à mon grand-père, ni à mon père, donc on s'est appliqué quelque part à se battre contre l'influence du terroir pour le rendre un petit peu plus aimable, plus vif. C'est avec une phrase à retenir de la viticulture, de l'œnologie et du monde du vin en général, c'est une phrase de mon père qui m'a tout appris, c'est qu'un vin n'a de génie que le génie de son terroir.
quel que soit le talent d'un vinificateur, quel que soit l'argent qu'il met dedans, s'il n'a pas un grand terroir, il ne trouvera jamais un grand vin. Et Dieu merci, c'est vraiment rassurant, sinon on ferait des grands vins en Auvergne, vous voyez. C'est vraiment le terroir qui décide. On a ou on n'a pas un grand terroir, c'est une affaire de privilège. Et comme Aumar-Buzet est produit sur un terroir de génie, on peut quand même s'appliquer avec la technique, le talent et le goût de celui qui l'enfante, à le façonner justement à son goût. Donc en fait, on le rend un petit peu plus aimable, atypique finalement sur la prime jeunesse du vin, puisqu'on sait pertinemment qu'avec le temps, le terroir va reprendre le dessus. Et en fait, Aumar-Buzet, qui est un marginal, vous verrez au long de la dégustation, il est très typé du Bosc, il a un style extrêmement personnalisé, mais avec le temps, donc avec des années, il redevient un Saint-Estèphe totalement classique, traditionnel, voire l'archétype du vieux grand Saint-Estèphe. En tout cas pour les amateurs de vin jeune, ce qui est mon cas, il n'est pas interminable en bouche, mais une gorgée en a pas une autre. Donc c'est vraiment un vin de gourmandise, ce que l'on cherche à faire. C'est vrai que sur les 4 stars dont je vous parlais, Saint-Julien, Margaux, Pauillac et donc Saint-Estèphe, Saint-Estèphe était peut-être la moins connue des 4 appellations phares. Alors c'est vrai que c'est un millésime très compliqué, vraiment, il faut d'abord la nature a été très sévère, puisqu'on a ramassé, vendangé la moitié de ce qu'on vendangeait habituellement. Donc déjà c'est très dur, moi je l'avais jamais connu, mais en plus, comme on a eu un printemps particulièrement humide, notamment pendant la fleur de vigne de Merlot, il y a eu beaucoup de coulures et de meilleur en âge, il a fallu être en plus très sélectif. Donc on va dire en gros, pour caricaturer, on produit en principe 1000 barriques de Aumar-Buzet, vous voyez, en gros 300 000 bouteilles. Cette année, on va en produire peut-être 400, vous voyez. Donc c'est un millésime qui fait très mal, mais mon père, encore une fois, hein, c'est mon héros, vous allez le comprendre, il m'a dit que c'était une très très bonne leçon finalement que je vinifie en 2013, parce que moi j'avais pas connu de millésime très compliqué. Je suis de 73, j'en suis désolé, mais pour les vins, ça a été un millésime très compliqué, et donc on a eu beaucoup de chance depuis. Donc, que je travaille 96, on a eu vraiment une série de millésimes incroyables. On a quand même produit, voilà, le 2005, 2009, 2010, 3 millésimes de rêve, mais après tous les autres sont remarquables. Ça varie du très bon au sublime, vous voyez. Et là, 2013 arrive, demi-récolte, voilà, ça fait réaliser des choses. Et surtout, ça... Ouais, donc il a dit à M. Lorenzetti, vous êtes arrivé, parce que c'est finalement facile de l'acquérir quand on a de l'argent, et d'acquérir un domaine, mais aussi il faut voilà, c'est une décision qui peut finalement générer des pertes, en tout cas ne pas gagner d'argent pendant des années. Et là, le Lorenzetti a dit, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, mais si c'est le 2013, si ça arrive des 4 ans, 5 ans d'affilée, ce sera un vrai problème pour nous, et eux, pas vraiment un problème, mais vous avez compris, c'est quand même leurs danseuses. Ils ne sont pas là pour perdre de l'argent non plus, vous voyez. Donc si 2013 arrive en 2014, 2015, 2016, on ne le souhaite surtout pas pour tout le monde et pour tous les maillons de la chaîne, mais on n'est pas là dans les jeux qui ça, pour bien comprendre qu'on est, encore une fois, des paysans, certains vont peut-être oublier, vous voyez. Ce n'est pas qu'être homme d'affaires, on est vraiment totalement tributaire de Dame Nature et heureusement. Donc voilà ce qui est le second vin de McCarthy. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On peut peut-être passer au Chambert-Marbuzet. Alors là, ça n'est pas un second vin, mais c'est quand même également le petit frère d'Aumar-Buzet. Donc là, vous avez compris, on a 70 hectares pratiquement qui produit, donc qui s'appelle Aumar-Buzet. Les jeunes vignes produisent le McCarthy. Les vignes de 13 ans à 60 ans produisent Aumar-Buzet. On a 5 hectares qui sont contigus donc, sur le contreversant d'Aumar-Buzet. Alors là, c'est le Chambert-Marbuzet. Donc, voilà, tout à fait, on est vraiment à Saint-Estèphe. Et donc, on a exactement 66 hectares qui produisent Aumar-Buzet et son second vin McCarthy. Et on a une propriété qui s'appelle Chambert-Marbuzet qui fait 5 hectares, qui est sur le contreversant de la propriété Aumar-Buzet. Parce que vous voyez, pour que vous situiez, les 4 appellations phares du Médoc dont je parlais sont vraiment collées à la Gironde, qui est le plus grand estuaire d'Europe, et la Gironde qui se transforme, enfin pardon, c'est la Dordogne et la Garonne qui se transforment en Gironde, parce que justement on a un estuaire très large, et ces 4 appellations, donc, qui sont collées à la Gironde parce que c'est les meilleurs
terroir, le délire des micro-climats, parce que c'est une masse aqueuse très importante. Et donc ça protège d'abord, enfin j'en parlerai, sont vraiment collés à la Gironde, et donc à Saint-Estèphe, c'est quand même une appellation assez large. Et donc je vous disais, on est contre Montrose d'un côté et Gosselies de l'autre, donc au Marmusée descend, le terroir de Marmusée, la croupe descend légèrement vers la Gironde, et le contreversant, 5 hectares, produit le Chambert-Marmusée, très beau terroir, mais un petit peu moins privilégié que le Marmusée. Le terroir est sincèrement aussi bon, aussi graveleux, et l'exposition un petit peu moins bonne. Donc il y a peut-être moins de complexité et moins de concentration. Et là, cela dit, c'est un 2010, donc il y a toujours un millésime de rêve, peut-être un vin qui est encore en devenir, ou alors c'est un vin. C'est mon cas, je suis amateur de vin jeune, et quand je veux me faire plaisir avec un Chambert 2010, je me carafe 2 heures avant de passer à table. C'est un 2010, autant le Bacardi, vous avez vu, c'est une friandise, vraiment, il est déjà très aimable, autant le Chambert demande peut-être une petite préparation. Mais c'est bien de le goûter comme ça au dégoûter. Donc c'est une autre propriété, Chambert Marmusée. La vérité excessive avait puisé dans ces contenants de chêne une onctuosité parfumée qui avait masqué la vérité excessive. Et donc il s'est dit, c'est incroyable. Alors il s'est renseigné. En fait, il faut savoir que le chêne, comme le vin, comme le jus de raisin, contient des tanins aussi. Mais des tanins qui, contrairement aux tanins du vin, sont des tanins pyrogalliques. Alors les tanins du Saint-Estèphe sont des tanins catéchiques. Catéchiques à saveur rude et âpre, pyrogallique, à saveur douce et onctueuse. Vous voyez, il faut savoir que le vin puise donc dans ces barriques de Châteauneuf, donc un côté onctueux, suave, qui masque cette agressivité. Et donc tous les ans, il a renouvelé son stock de barriques, puisqu'il s'est dit, ça y est, j'ai la clé. Et c'est pour ça que je vous disais que la deuxième priorité, c'est qu'il fallait être un spécialiste du chêne, c'est qu'il s'est planté très souvent, par erreur, souvent, encore une fois, par tâtonnement, il a compris que tel chêne, de telle forêt, convenait à tel type de millésime. Donc il y a la forêt, qui est essentielle, le choix du grain, l'intensité de la chauffe, puisque je vous parlais de saveur pyrogallique, chaque barrique est chauffée, il y a un feu qui brûle à l'intérieur de la barrique cintrée, pour que les douelles, les planches, puissent se cintrer, qu'on puisse terminer la barrique. Donc là encore, ça apporte des saveurs empyromatiques. Et donc par erreur, par tâtonnement, il a commencé à s'intéresser réellement au bois, au chêne, et donc il a compris qu'en millésime, que de toute façon la forêt Centre-France, l'Allier, le Cher, la forêt de Troncé, les chênes les plus chers, convenaient quel que soit le millésime au Marmusée. Ensuite, il a appris la forêt de Jupille dans la Sarthe, la forêt du Limousin, la forêt d'Amboise. Vous voyez, il connaît à peu près la forêt de Blois, il connaît à peu près une dizaine de forêts qu'il associe à proportions différentes. Mais là, je vous parlais de mon grand-père, je vous parle de mon père, maintenant il y a 30 ans, donc on a avancé dans le temps. Encore une fois, mon grand-père s'est planté très souvent et a tâtonné. Et donc, ça a été le pionnier, et mon père est devenu un spécialiste du chêne. Donc ça, c'était la deuxième priorité. Et donc, il pensait que le Marmusée était, je crois que c'est le 56 ou le 57, il avait pris du chêne du Limousin à forte chauffe, avec des grains très larges, un peu grossiers. Donc, le boisé est presque excessif. Or, le 57, je ne me rappelle pas bien, mais était plutôt fluide. Donc, il avait fait de la tisane de chêne, c'était presque imbuvable. Mais, là encore, et ça, il faut le retenir, 20 ans après, le 57 est redevenu totalement délicieux, parce qu'il faut bien comprendre également que l'influence du chêne, petit à petit, s'estompe. Et quand je vous disais qu'un vin n'a de génie que le génie de son terroir, le génie d'un vin s'exprime dans le temps. Et finalement, son 57 qu'il croyait avoir raté était redevenu le 57 qu'il aurait dû être s'il n'y avait pas eu un élevage en Marie-de-Neuve. Donc encore une fois, on masque finalement un petit peu le terroir, parce qu'on sait pertinemment qu'avec le temps, au Marmusée redeviendra un Saint-Estèphe classique et traditionnel, et on va peut-être attaquer les Marmusées, si vous voulez bien, parce que je parle surtout de Marmusée. Là encore, Chambert, il y a beaucoup d'amateurs de Chambert-Marmusée, j'espère que vous allez écouter attentivement, parce que pour les amateurs de vin jeunes, et là je suis sincère, il taquine au Marmusée. Mais vraiment, là on peut se goûter sur un très grand millésime. Mais il taquine vraiment au Marmusée, et d'aucuns le préfèrent au Marmusée quand il est jeune, réellement,
Alors en revanche, ce qui est certain, on sait, puisque le terroir de Haut-Marbusier est quand même supérieur à tout ce qu'on va indiquer ce soir, et quand on le 20 à 10 ans, vous voyez, en 2020, là, le 2010 de Haut-Marbusier va laisser les sur place. Et plus on va attendre, plus le vin va vieillir, plus le fossé va se creuser. Mais pour les gens qui savent pertinemment qu'ils vont voir l'un des deux dans les 3-4 ans qui viennent, je comprends qu'ils puissent préférer le Chambert. Et je vous ferai goûter, la veille 2012, c'est flagrant en ce moment. Là, ce que vous goûtez, c'est l'assemblage de qui va sortir en bouteille. Mais en ce moment, j'ai des barriques aux Alliés et des barriques de Jupiler. Vous voyez, Sarfin et Centre français alliés. Et le Haut-Marbusier, si vous goûtez dans une barrique de l'Allier, alors c'est le même vin, exactement le même vin qu'on a entouré au même moment, et totalement différent d'une barrique à l'autre. Rien qu'à cause de la provenance de la fourrure, vous voyez. Donc quand on fait notre achat de barrique, on pense à l'association que ça va donner. Donc vous imaginez bien qu'avant l'assemblage, deuxième assemblage à Haut-Marbusier, il y a un premier des cépages, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, et il y a un deuxième assemblage, l'assemblage des différentes forêts pour qu'il y ait un Haut-Marbusier. Bien sûr, encore une fois, quand on achète un barrique, on pense à l'assemblage final, au blâme, vous voyez, comme diraient les botaniques. Les gens, les médias, tout le monde s'est dit, c'est moins bien ce qui est vrai, mais si elle avait 9 et 10, on aurait dit 11 et 12 et 2 millésimes extraordinaires, vous voyez. Donc ces 2 millésimes, les 11 et les 12, dont on reparlera à l'avenir, je vous le promets, vous me vérifiez, parce que 2012, j'en parlais à la ville de la Lune quand on va le tourner, ça va être une petite bombe au marché 2012. D'abord, parce que la nature a été clémente, le temps a été clément. Vous voyez, alors c'est un petit. Mais vous allez voir avec les 11 et les 10, 11 et donc 12, quand vous le goûtez, il faut faire quand même un petit travail de projection. C'est pour ça que je disais que Chambert-Marbusier, là, à millésime, comme ça, on a tendance presque à le préférer, parce que il a moins besoin de l'œuvre du temps pour commencer à être à son mieux. Alors que les Haut-Marbusier, 11 et 12, quoique 12, vous comprenez, en tout cas moi c'est mon goût, il va être très bon très vite. Et la millésime de Merlot 2012, c'est pour ça qu'on est particulièrement fiers, déjà parce que je parlais des barriques neuves et du côté marginal, déjà dans une technique un peu iconoclaste, barrique neuve à Saint-Estèphe, et côté marginal du Haut-Marbusier, même dans le contexte bordelais, puisque là aussi je vais caricaturer un Haut-Marbusier de jeunesse, j'insiste là-dessus. Je caricature, mais ressemble à l'aveugle plus à un Pomerol qu'à un Saint-Estèphe. Vraiment, je caricature parce qu'on est sur le côté féminin, charnu, fruité, subtil. On n'est pas sur le côté presque rude et agressif des tanins de Saint-Estèphe. Maintenant, on le verra déjà avec les 2008, avec les 2002, pratiquement, et totalement avec les 96, que là, on a retrouvé un Saint-Estèphe, un pur Saint-Estèphe, mais qui a 15 ans, ou plus, qui a presque 20 ans. Donc vraiment, je vous invite tous, si vous êtes de passage dans le Bordelais, venez me voir. D'abord parce que je vous ai dit qu'on était marginal quant au style du vin, mais également, on travaille un petit peu à la bourguignonne, tout ce qui est du commerce du vin. On est tout ouvert tout le temps. Vous voyez, donc les portes ouvertes, c'est toute l'année. Donc vraiment, vous êtes les bienvenus. Alors c'est sûr qu'on est moins... ce sera moins impressionnant que de visiter Montrose et Cosette-Tournelle. Cosette-Tournelle a fait un film, c'est extraordinaire. Il y a des moments, d'ailleurs ils se tirent tous la bourre pour prendre des archives incroyables. Là c'est Nouvelle qui fait le Jean Nouvel qui refait un film, donc le rive droite, la Dominique, là c'est Villemotte qui a fait Cosette-Tournelle, ça a coûté 35 millions d'euros de faire le chef. Et Bouygues, à Montrose, il a pris Mazières également, de Pont, c'est-à-dire qu'il a coûté, je crois, 40 millions d'euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et mon grand-père doit se retourner, non pas dans sa tombe, dans le terroir, parce qu'on a déposé ses cendres sur la première parcelle qu'il a achetée, parce que lui, encore une fois, c'était un va-nu-pied, il n'avait rien. Et alors il est arrivé au bon moment, il avait sûrement la passion, enfin il avait la passion, mais il avait sûrement le génie de la culture ancrée en lui, mais il a acheté au Haut-Marbusier en vente viagère. Et d'ailleurs, à cette époque, je vous l'assure, je l'ai entendu de sa bouche, même si je n'avais pas un sou en poche, donc j'ai acheté au Haut-Marbusier, tout simplement parce que c'était une viagère. Et en signant l'acte, je m'engageais non pas à donner des sous, mais à donner l'équivalent d'un quart de la production. Donc ça m'a coûté 0 francs 0 centimes.
Et si j'avais 2-3 sous en poche, j'aurais pu acheter le château Montrose. Je l'ai entendu de sa bouche. Hein. Château Montrose qui valait pas beaucoup plus. Et il m'a dit, tu sais, pas beaucoup plus que rien, c'était pas un bon chiffre. Pour vous dire, la misère, c'était la misère dans le Bordelais réellement. Il y avait des gouttières au château Latour. Ils ont envisagé dans les années 50 de faire de l'élevage au château Latour. Vraiment, là aussi, je ne demande pas, tout le monde l'a oublié. Hein. Ça sous-entend qu'en 50 ans, c'est passé de peanuts à 2 millions d'euros l'hectare, ce qui est quand même ahurissant. Alors je vous disais que mon père, c'est celui qui m'avait tout appris. Réellement, c'est mon héros, mais le véritable héros de la famille, c'est mon grand-père. Alors, vous allez goûter au mardi 2012, donc, qui est presque en bouteille. Maintenant, on va goûter les noms en bouteille. Alors, vous allez voir, avant de goûter les 10 et les 9, 2011, qui lui, finalement, a une mise en bouteille récente, hein, puisqu'on a vu, on l'a mis en bouteille à la fin de l'été, donc on a fait des mises en bouteille tardives, parce qu'il y a des tanins assez résistants, et vous allez voir, j'en parlais également à Philippe Bonani, le 2011 résiste un peu au style du Bosc. Vous allez voir qu'il lui est très marqué Saint-Pestelle, comme ça arrive de temps en temps. C'est arrivé avec le 86 à l'époque, c'est arrivé avec le 2006, que l'on ne goûte pas, mais dont on a encore la vente. Et le 2011 va demander, vous allez voir, 2011 va demander 3-4 ans de cave avant vraiment de commencer à s'épanouir. Mais si vous avez compris un petit peu mon discours, on n'est pas en quête de perfection, on est en quête de personnalisation. Absolument, vous voyez, et alors, il est encore en fin de bouche. On sent qu'il y a une structure imposante, une matière qui maintenant, à l'ouverture, quand on l'a goûté, il était un petit peu agressif. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, peut-être un petit peu plus Saint-Pestelle que du Bosc. Et là, finalement, avec un petit peu d'aération, la curiosité, on reprend un petit peu, enfin, prend le dessus. C'est le genre de Marc-Buzet, il faut vraiment carafer longtemps à l'avance. Parce qu'encore une fois, certains des voisins qui ont des vins extraordinaires, mais qui seraient extraordinaires dans les 10 ans. Mais c'est ce qui fait la particularité de Marc-Buzet, c'est qu'en fait, on veut, nous, que les amateurs, que les acheteurs, que les clients de Marc-Buzet, on veut qu'ils aient le choix. On veut qu'ils puissent le garder 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans en très grande millésime. Les 9 et 10, dans une bonne cave, peuvent vieillir 40 ans. Mais on ne veut pas qu'ils soient obligés de l'attendre 10 ans. On veut que, voilà, vous allez voir avec le 2009, qui est peut-être le plus concentré de tous, c'est pourtant, c'est assez de... Enfin, on en parlera quand on goûtera. Donc là, on va commencer à goûter 2 millésimes de rêve, 2010 et 2009. Je crois que c'est 2010, alors 10, on a fait 12, 11, 10 et 9. Comme je disais tout à l'heure, Madame Barabos, j'ai décanté les 2,96. Alors c'est des Marc-Buzet, si on les analyse, ils sont pratiquement les mêmes, mais la sensation n'est pas exactement les mêmes. Chaque bouteille a sa propre personnalité. Alors, sur un jeune, on ne le voit pas, mais au vieillissement, il n'est jamais exactement de la même façon. Alors vous allez voir, 2010-2009, enfin c'est le... Là on goûte le 2010, là c'est 2010, c'est le, voilà, 2 millésimes, vraiment bien étudié. Alors ce qui est intéressant, je vous disais tout à l'heure, c'est rarissime qu'on ait 2 millésimes extraordinaires côte à côte, parce qu'en fait, vous connaissez les Bordelais et les Médias, le millésime du siècle, alors nous c'est tous les 2 ans, si on les écoute. Vous voyez, les 2009 et 2010 pour le climat, alors c'est jamais le même. On a eu un climat de rêve, un été hyper chaud en 2009, voilà, très solaire, très ensoleillé. En 2010, il a fait beau, mais moins, la chaleur moins intense. Et ce qui est étonnant, c'est que l'un et l'autre, on est à plus de 14 degrés. Si je ne vous le dis pas, on c'est ça qui est extraordinaire. Et surtout, avec presque 14,5 d'alcool, la fraîcheur, on a le nez, alors c'est le nez très discret, mais il y a une petite pointe presque mentholée, il y a beaucoup de fraîcheur. Vous voyez, le nez, beaucoup plus de la fin plus chaleureux, vin de soleil de 2009. Alors on a eu à peu près le même climat en 9 et en 10.
Et donc je lui ai dit, alors j'aime bien trouver des superlatives, là alors vraiment que tu travailles ton texte, je te rappelle que l'an dernier tu as écrit que c'était le Omar Buzet de ta vie. Et donc dans le début de ta lettre, je vais écrire déjà que je ne suis pas mort. Non, tout ça pour dire que c'est rare qu'on passe 2 millésimes de rêve côte à côte. J'ai tendance à préférer 2009, clairement. Mon père a tendance à préférer 2010 parce que lui a peut-être, là c'était son 53e millésime, il reste persuadé, donc il fait son travail de projection, que dans le temps, 2010 sera supérieur à 2009. Il me dit c'est pas possible qu'un vin, un Omar Buzet donne tout comme ça, parce qu'il est assez incroyable 2009. Voilà, il est donc à 14,5 degrés. L'analyse du vin, je ne vais pas vous parler les chiffres, mais c'était où j'ai halluciné vraiment quand j'ai vu l'analyse finale. Tous les compteurs sont au maximum. C'est celui qui a le plus d'alcool, il est à 14,5. Celui qui a le plus d'anthocyane, de tanin, de polyphénol, d'acidité, tous les compteurs. À la lecture, c'est simple, à la lecture de l'analyse, si on en fait la synthèse, c'est que ce vin est imbuvable pendant 30 ans. Vous voyez, tellement c'est un monstre, un mastodonte. Et donc, je dis à mon père, explique-moi ce miracle. Parce que là, sincèrement, on sait qu'il a un potentiel de garde de 30 ans, mais ça va être compliqué que d'être patient, parce que c'est déjà, c'est une friandise, donc c'est déjà. Là que jeune, il m'a dit, l'explication, c'est qu'en fait, bien sûr, toutes les équipes. Exactement. Il est plus léger, il est moins complexe, et vous voyez, le 2009 et 10, il était presque interminable en bouche. Voilà, on a encore et encore et encore. Tout à l'heure, quand je disais qu'il provoquait le réflexe de mastication, il en met vraiment plein la bouche. 2008, voilà, de images beaucoup plus nuancées, mais très sophistiquées. Et c'est lors de restauration, c'est idéal. Et là, vous voyez la couleur, Philippe Bonazzi, la couleur commence à évoluer. On n'est pas encore dans le tuilet. On dit qu'un problème est tuilé, parce que c'est la couleur des tubes de Gironde, du soleil et tout. Et là, on commence à voir, c'est pas encore le orangé de la tuile, mais il commence à changer un petit peu de alors là, vous voyez, quand il boit ça, il a complètement entre les deux périodes dont je parlais, il est plus le Omar Buzet typique de prise de jeunesse, exubérant, flamboyant, marginal, atypique. Il n'est pas encore le Omar Buzet vraiment noble, classique et traditionnel. Puisqu'il va avoir il est un petit peu, et là, on sent déjà le terroir. Et là, mon père a une très belle phrase, parce qu'en fait, il dit il a perdu l'exubérance de sa jeunesse, sa fugue, il n'a pas encore la noblesse que son terroir va lui apporter. Donc il demande à ces hommes qui, lassés d'être brillants, entreprennent de devenir profonds. Il n'y en a pas beaucoup qui font la démarche. Non mais c'est joliment dit, parce qu'on comprend bien la période, il est en fait, il se cherche un peu. Mais on sent le terroir, il y a beaucoup moins de buzz que tout ce marché. Ah oui, d'accord. On va goûter le 87. Si on met une chaussette et qu'on refait glisser, moi aussi, il y a ce que je dis. Mais là, c'est le Ah, mais c'est la même chose, 96 aussi. S'ils veulent faire un cochon, ils n'ont pas de cochon, mais on va dans une spéciale, il n'y a pas de souci. Non, pour vous dire. Ah oui. Oui, là, le 96, là, est complètement, là, vous voyez, redevenu finalement ce qu'il devait devenir, c'est-à-dire le vin de son terroir. Exactement. Voilà, les vieux Saint-Estèphe, c'est vraiment, voilà. Il y a aussi, parce que les arômes sont discrets sur le 96, ils sont extrêmement subtils aussi. Alors c'est très évolutif, autant quand il est jeune, les arômes évoluent avec l'air, même quand il est vieux, parce qu'on était sur le pruneau quand vous l'avez dit, là maintenant on est toujours sur le pruneau, mais presque du pruneau dans de l'eau de vie. Vous voyez, je ne sais pas si on a on mange un peu. Ça me dirait. Voilà, pruneau à l'eau de vie.
Il y avoir un vin parfait, si les gens sont pas prêts à l'acheter, c'est pas du vin. Vous voyez, donc il faut qu'il y ait que Aumar Musé reste, et j'insiste là-dessus, un vin populaire, dans le sens noble du terme, je m'entends, mais c'est un vin qui est, voilà, on n'hésite pas à 50 €, mais c'est le vin qui n'est pas à 200 € la bouteille, puisque pour moi, c'est un McCarthy qui est à 25 €, 30 €, vous voyez un second vin, même l'amateur de vin qui n'a pas de moyens peut se faire plaisir, soit avec le second vin de Aumar Musé, soit avec un Aumar Musé, ou goûter de temps en temps. Voilà, c'est, vous voyez un 2009, 50 ou 60 €, bah, ça peut être pour le date de vin même s'il n'a pas de moyens. Voilà, pourquoi pas. Les vins qui vous intéressent, on va goûter donc la nouvelle propriété que l'on a achetée il y a 5-6 ans maintenant, le château La Yoga, qu'on a appelé château La Yoga du Bosque. Simplement, quand à Aumar Musé, on a 76 hectares, vous voyez, je vous ai expliqué tout à l'heure que mon grand-père a acheté le premier lot pour rien, puis le second, il y en a eu 11 pour pas beaucoup plus. Vous pouvez peut-être servir si vous voulez, pour pas beaucoup plus. La dernière acquisition, donc le 11e, issu du morcellement des McCarthy en 96 pour infiniment trop. Je parle d'argent, hein, le prix, mais la moyenne est bonne. Et en fait, en 2006, donc, notre voisin le plus proche, Château Montrose, a été racheté par Martin Bouygues, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sur la base de 2 millions € l'hectare. Donc on s'est dit, voilà, nous on a 76 hectares, maintenant la boucle est bouclée, puisqu'on a compris que, alors, 2 millions € l'hectare, Montrose c'est le noyau d'élite de Saint-Estèphe. Et disons, puisqu'il ne faut pas croire que tout Saint-Estèphe se vende à ce prix-là, il y a des hectares qui se vendent à 200 000, 300 000, tout n'est pas bon à Saint-Estèphe. Disons que pour acheter un hectare digne de produire du Aumar Musé, c'était environ 1 million €. C'est plus pour nous. Voilà, moi je ne vais pas endetter les enfants pour avoir un domaine de 100 hectares. On en a 76, c'est terminé. On s'est intéressé, puisqu'on est négociant en vin également, mon frère s'en occupe. Donc là il achète, il revend, donc on goûte beaucoup. Et on distribuait le château de la Yoga, un Médoc simple, on trouvait que c'était le meilleur rapport qualité-prix du Médoc, donc on a acheté la propriété, et là-bas on n'est pas à 1 million €, on est à 20 000 € l'hectare. Alors qu'on est à 20 minutes de voiture, hein. Vous voyez, il y a vraiment très peu de distance, mais le terroir est moins privilégié, donc là vous goûtez le 2009, la cuvée Renaissance, j'ai préféré donc le faire goûter après, vous écoutez tous les synthèses, on voit que c'est moins raffiné, c'est moins, voilà, c'est pas Aumar Musé, donc il fallait vraiment qu'on passe à autre chose, mais garder à l'esprit, voilà, c'est aussi pas non plus le même prix, et on essaye de faire, c'est un petit peu le terrain de c'est une qualité qui tente de verser les Aumar Musé, c'est pertinemment, il n'y arrivera pas, mais on fait un tout petit rendement, voilà, c'est amusant en tout cas. Et donc c'était pour une découverte. Et c'est 2009, on l'a appelé bien sûr, c'était le château de la Yoga. On a appelé le château de la Yoga du Bosque. Souvent les Rothschild ont acheté le château de la Yoga, ils ont appelé la vie de Rothschild, on a fait pareil. Ah, je lui ai enlevé le verre, ça va pas. Une force colossale. Un petit boudin, c'est vraiment une crevette et ça n'empêche pas que. Moi je le découvre la